Bonjour, chers amis fidèles des conférences du Jardin des Sciences. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une conférence, certes confinée, mais qui va vous parler d'un objet absolument merveilleux qui est ici à l'Observatoire astronomique de Strasbourg, le globe de Coronelli, qui fut construit en 1697 dans la continuité des célèbres globes de Marly, vous savez, l'époque de Louis XIV. Ce globe va être retrouvé sur des archives en 1926, puis à nouveau remisé durant de nombreuses années, sans être beaucoup entretenu. Mais heureusement, ce globe vient d'être rénové, vous pouvez le découvrir, je l'espère, ici lors d'un parcours guidé organisé par le Planétarium de Strasbourg. Mais pour mieux comprendre cette magnifique restauration, nous allons laisser la parole aujourd'hui à Delphine Isonman, historienne de l'art, spécialiste de la gestion du patrimoine et qui est chargée des collections et de l'inventaire du patrimoine ici au Jardin des Sciences. Alors Delphine, dites-nous tout sur cette rénovation du globe de Coronelli. Merci beaucoup Jean-Yves de vous être rendu sur place pour nous permettre de découvrir ces premières images du globe de Coronelli. Et merci mille fois Delphine d'être avec nous aujourd'hui pour cette toute première conférence virtuelle du Jardin des Sciences. Et je vous laisse la parole pour en savoir davantage sur ce fameux globe de Coronelli. Merci Elsa, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que ce globe de Coronelli est une des pièces maîtresses de la collection de l'Observatoire astronomique de Strasbourg et pourtant c'est un objet qui n'est pas connu du grand public parce qu'il n'a jamais été accessible aux visiteurs. Et pourtant son histoire est passionnante, c'est une histoire finalement cosmopolite quelque part comme celle de l'Université de Strasbourg, puisque c'est un objet qui a été conçu par un moine vénitien à la gloire du roi Louis XIV, qui était par ailleurs l'artisan de l'annexion de l'Alsace au Royaume de France. Il a été fabriqué à Paris et il a été introduit à Strasbourg à une période où nous étions sous la domination de l'Empire allemand. Donc c'est véritablement une histoire passionnante et la restauration de cet objet n'est pas moins passionnante et je vais essayer de vous en raconter les principales étapes. Pour arriver au résultat que vous avez sous les yeux, ça a été une opération longue et complexe que je me propose de vous raconter aujourd'hui. Pour bien comprendre les enjeux, je crois qu'il n'est pas inutile d'avoir quelques informations sur l'histoire des globes en général et puis bien sûr aussi du nôtre en particulier. Donc, les globes, ils existent depuis l'Antiquité où ils constituaient en fait des représentations du ciel aux côtés d'autres objets comme les astrolabes, les sphères armillaires. Donc vous avez quelques exemples issus des collections d'astronomie de l'Université de Strasbourg sous les yeux. Ces globes, ils ont longtemps été gravés, comme vous le voyez sur ces deux exemples à l'image. Ils ont aussi longtemps été manuscrits ou peints. Et puis, à partir du XVIe siècle, on va assister à une véritable révolution. D'objets uniques, le globe va pouvoir devenir, avec l'invention des procédés d'imprimerie, reproductible, donc grâce à l'impression des fuseaux. Et finalement, le modèle de la paire de globes, on aurait un globe céleste, un globe terrestre qui vont ensemble et qui, à eux deux, combinent une représentation cosmographique complète de l'univers. Donc ce modèle de la paire de globes va s'imposer en Europe avec une domination réelle des fabricants hollandais de globes tels que Van Langren, Blaeu ou Ondius, dont vous avez deux exemples ici à l'image. Les usages de ces globes sont multiples. Alors c'est vrai qu'on va pouvoir les utiliser par exemple pour l'enseignement dans le domaine de la navigation, puisque un marin doit apprendre la position, le mouvement des étoiles pour savoir comment s'orienter, notamment la nuit. L'objectif peut être évidemment aussi scientifique, parce que des globes célestes peuvent simplifier ou élucider certaines questions astronomiques, mais ils sont aussi et certainement surtout achetés par les élites pour leur valeur décorative. Donc on a ici une véritable polysémie des globes qui peuvent être à la fois symbole de souveraineté, de connaissance et parfois aussi quelque part de la vanité du monde. Le globe céleste de Coronelli, dont nous allons parler aujourd'hui, est issu du XVIIe siècle, qui est véritablement l'âge d'or pour les globes célestes. Car ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien,
quand on arrive au XIXe siècle, les globes terrestres, de leur côté, voient leur intérêt se renforcer pour devenir véritablement des objets de masse fabriqués à l'échelle industrielle, tandis qu'on assiste à une sorte de déclin du globe céleste qui est devenu quelque part impropre à la représentation de l'état des connaissances qui sont toujours plus importantes dans le domaine de l'astronomie. En revanche, on va se mettre à fabriquer d'autres types de globes, comme des globes de la Lune, des globes de Mars, tels que les deux exemples que je vous ai également mis ici à l'image, toujours issus également des collections de l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Qu'en est-il du globe de Strasbourg, justement? Que sait-on de ce globe en particulier? Finalement, relativement peu de choses. Comme l'atteste la date qui est portée sur le méridien en laiton, le globe céleste de Strasbourg a été réalisé en 1697 par Gatelier, qui était un fabricant réputé de montures pour globe et qui était installé à Paris. Ce globe, il a été réalisé à partir de la seconde édition, datant donc de 1693, des planches de Vincenzo Coronelli, ce qui lui a donné son nom. La présence de ce globe, elle est attestée pour la première fois à l'Observatoire de Strasbourg par cette photo qui date de 1926. Que s'est-il passé entre la fabrication de l'objet, donc en 1697, et cette image que plus de 200 ans séparent finalement? Le globe céleste était-il seul à être présent à l'Observatoire? Y avait-il également un globe terrestre qui aurait disparu? Pour le moment, il est vraiment difficile de répondre. Si le globe a été réalisé une vingtaine d'années après que Julius Reichelt, qui était le professeur de mathématiques, qui avait obtenu la création du premier observatoire astronomique de la tour de l'hôpital de Strasbourg, rien n'indique que donc ce globe était destiné à cette première institution de recherche en astronomie à Strasbourg. Et le globe, on le sait, ne figure pas davantage dans l'inventaire qui avait été établi à partir des années 1880, et la création par les Allemands de l'Observatoire de l'Université impériale de Strasbourg suite à l'annexion. Peut-être s'agit-il du coup d'un don. C'est en tout cas l'une des pistes suivies aujourd'hui. On le pense suite à un échange de correspondance entre l'Observatoire et l'école militaire de Metz, évoquant vers 1910 la venue d'un globe à Strasbourg. C'est une hypothèse qui reste à confirmer par des recherches plus approfondies dans les archives. Aujourd'hui, c'est en tout cas la pièce maîtresse, l'une des pièces maîtresses de la collection d'astronomie, et ce globe céleste n'est pourtant pas connu des visiteurs. Ils sont pourtant nombreux à venir chaque année visiter l'observatoire, mais de fait, il a été fragilisé par les années et il avait été placé dès les années 1980 en sécurité, mais du coup à l'abri des regards dans les locaux de la direction de l'établissement, dans l'attente d'une future restauration. Ce que l'on sait donc, c'est qu'il a été édité par un certain Vincenzo Coronelli. C'est un moine d'origine vénitienne qui est cartographe, cosmographe et géographe, et il a été rendu célèbre par la conception des globes dits de Marly. Alors on est à l'époque du roi Soleil, Louis XIV, qui symbolise à la fin du XVIIe siècle la monarchie absolue et attire autour de lui toute une cour dont l'ambition personnelle se confond souvent avec le service du souverain. Et l'ambassadeur du roi à Venise, qui est le cardinal d'Estrée, veut faire au monarque le plus beau des cadeaux, une paire de globes. Le globe terrestre doit représenter l'état du monde connu alors, donc illustrant notamment les conquêtes royales et l'expansion coloniale, tandis que le globe céleste figurera l'univers où la figure royale est là aussi omniprésente. Le ciel y est fixé comme il était au moment de la naissance du roi, le 5 septembre 1638. J'aime bien reprendre effectivement les mots de l'astronome Philippe de La Hire dans sa description et explication des globes qui était paru en 1704, qui dit que les planètes, donc sur le globe de Coronelli, sont placées au lieu même où elles étaient à la naissance du glorieux monarque afin de conserver à l'éternité l'image fixe de cette heureuse disposition sous laquelle la France a reçu le plus beau présent que le ciel ait jamais fait à la terre. C'est à Vincenzo Coronelli, qui a acquis une solide réputation dans la conception de globes, que l'ambassadeur passe commande d'une paire de globes monumentaux. Effectivement, les globes qui vont être fabriqués ont un diamètre qui va atteindre près de 4 mètres. Donc c'est une véritable prouesse technique dont Coronelli d'ailleurs va être très fier. Destinés à Versailles, les globes sont finalement installés près de 20 ans après leur réalisation, en 1703, dans la résidence personnelle du roi, qui est le château de Marly.
qui leur donnera leur nom. Et c'est là que Louis XIV, près de 20 ans après leur achèvement, peut en découvrir. Ces globes ont rejoint en 1715, donc après la mort de Louis XIV, les locaux de la Bibliothèque royale du Louvre, et ils sont à partir de 1915 remisés à Versailles, où l'échec de projets successifs de valorisation vont les faire peu à peu tomber dans l'oubli. Et en fait, ils ont été redécouverts par le grand public lors d'une exposition sur les cartes qui était organisée dans les années 80 au Centre Pompidou. Et c'est à partir de là qu'ils sont à nouveau l'objet de toutes les attentions. Et c'est finalement la Bibliothèque nationale de France qui mène à bien leur restauration en 2005. Donc après tout un protocole d'études préalables, le chantier va être assez rapide. Il va durer à peine un mois, mais il va être mené par une équipe de plusieurs intervenants, menée par, à l'époque, Alain Roger. Après avoir été présentés au grand public sous la verrière rénovée du Grand Palais, les deux globes sont depuis 2006 exposés à la Bibliothèque nationale de France sur donc le site François Mitterrand, où vous pouvez encore aller les admirer aujourd'hui. Mais revenons à Coronelli. Que va-t-il se passer pour lui après la livraison des globes ? Comme les monarques, à l'époque, les riches particuliers et certaines institutions florissantes se font fort évidemment de posséder eux aussi de tels symboles de puissance et de connaissance. Et ça va donner certainement à Coronelli l'idée de se lancer à la suite de ce succès dans l'édition de globes gravés, préférant se réserver l'exploitation du matériel considérable qu'il avait accumulé pour les globes de Marly, qui eux étaient des pièces uniques, des globes peints du coup. C'est vrai que, comme je l'ai exposé auparavant, depuis l'invention de l'imprimerie, la production de globes entre guillemets en série était possible. Donc les fuseaux étaient imprimés à partir de plaques de cuivre et appliqués sur des formes en bois ou en carton. Donc Coronelli revient à Venise et fonde en 1684 l'une des premières sociétés géographiques qu'il va appeler la Société des Argonautes. Et c'est via cette société qu'il va proposer ses globes en souscription. Donc il va même éditer un formulaire en français où il va s'engager à livrer, par exemple à Paris, en 2 ans, une paire de globes enluminés montés sur pied. Pour le globe céleste, Coronelli fait graver directement à Paris. Je crois que ce sera à Venise pour le globe terrestre. Mais si on reste sur le globe céleste, donc c'est chez le grand graveur Nolin, qui est un graveur réputé à Paris, que vont être gravés les à partir de reproductions des dessins du peintre Arnoux de Vuez, qui était membre de l'Académie royale de peinture et qui avait fait les dessins des fuseaux pour les globes de 4 mètres et qui vont être reproduits ici pour des globes qui feront 1,08 mètres de diamètre. Les plaques de cuivre de cette édition de 1693 que vous avez à l'image sont encore conservées au département de la calcographie du Louvre. Donc il y a au total 26 plaques, soit 24 demi-fuseaux et 2 calottes polaires. Plus des langues savantes qui figurent traditionnellement sur les globes, donc le latin, le grec, voire l'arabe. Sur les globes de Coronelli, les globes célestes, on a l'italien et le français qui sont présents. C'est un parti qui a certainement été adopté dans le cadre de la querelle des anciens et des modernes qui sévit à l'époque et qui fait qu'on a sans doute pris le parti de faire figurer une langue vernaculaire sur le globe, et c'est sans doute aussi quelque chose qui a permis une large diffusion des globes. Quels étaient d'ailleurs ces clients qui ont voulu faire l'acquisition de tels objets? Donc, il s'agit de nobles, de fonctionnaires, d'ecclésiastiques, parfois de savants. On sait qu'il y aura par exemple l'astronome Cassini, qui est le directeur de l'Observatoire de Paris. Il va y avoir également des bibliothèques d'institutions religieuses, en France essentiellement, mais il va y en avoir aussi ailleurs en Europe. On sait que le roi de Pologne ou le doge de Venise, par exemple, figureront parmi les souscripteurs. Et dans cette note qui est à destination l'un des souscripteurs français, qui s'appelle Michel Bégon, on voit un aperçu du coût de la commande pour une paire de globes complètes, donc plus de 1000 livres. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ce document nous montre que quelque part, un certain nombre d'aspects sur le globe céleste étaient personnalisables selon les options. Donc si on voulait qu'il soit enluminé, si on voulait qu'il y ait des cercles, des méridiens, comment on voulait que le pied soit travaillé par exemple.
Alors, le nombre de ceux qui sont encore conservés dans les institutions publiques aujourd'hui donne une idée du succès de ces globes. Alors, c'est difficile de donner un chiffre exact, d'autant qu'on n'a bien évidemment pas connaissance du nombre de globes préservés dans les collections particulières. En France, si on se base sur l'inventaire mené par Gabriel Duprat dans les années 1970, on sait qu'il y a 16 globes dans les collections publiques, donc de ce diamètre de 108 cm, parmi eux 9 globes célestes, dont celui de Strasbourg. Je vous montre ici un petit aperçu des formes justement de ces globes préservés dans les collections françaises, que ce soit à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Chamarande aux Archives de l'Essonne, à Mulhouse, au Musée des Beaux-Arts de Lille, mais aussi à la Bibliothèque de l'Observatoire astronomique de Paris. Mais également ailleurs en Europe, comme à Bologne, à Padoue, à Florence, à Vienne, à Londres, et il y en a également sur le continent nord-américain. Donc on voit qu'il était possible désormais de fabriquer ces globes en plusieurs exemplaires grâce à la gravure, mais que finalement, quand on voit comment ces globes étaient montés et finalisé, entre guillemets, on voit que chaque globe, et ça c'est important, est finalement une pièce unique. Donc ça reste quand même s'ils étaient fabriqués en plusieurs exemplaires, ça reste un objet rare qui était réservé aux élites, aux grandes institutions, car coûteux, et puis il fallait aussi tout simplement, et d'un point de vue très pratique, disposer de l'espace pour pouvoir les exposer, a fortiori quand on en avait commandé deux. Donc plus qu'un objet véritablement scientifique, il faut plutôt regarder ces globes comme des objets de salon, de luxe, à valeur éminemment sociale et symbolique. Et donc on sait également que la valeur scientifique de ces objets-là était relative, puisque pour le globe céleste, on sait que Coronelli va s'appuyer non pas sur des observations directes, mais sur différents catalogues d'étoiles, dont les cartes du ciel de Royer, qui avaient été éditées en 1679, donc peu de temps avant la réalisation des globes, et qui étaient elles-mêmes partiellement mises à jour. Et il semblerait que Coronelli il était plus intéressé par cette démarche de vulgarisation, par cette diffusion, que par la participation au débat scientifique de son temps. Donc quelque part, il était plus un serviteur de la science, mais il la pratiquait pas et il pouvait pas vraiment en évaluer les résultats. Donc certes, le succès commercial grâce à cette innovation technique sur le moment est important, mais implicitement, ces objets étaient assez rapidement condamnés à l'obsolescence du point de vue scientifique. Comment ils étaient fabriqués d'ailleurs ces globes? En fait, il faut vous imaginer que le globe est quelque part fait de deux hémisphères qui sont un peu comme les Kinder Surprise, vous savez, deux coques montées l'une contre l'autre, et c'est sur ces coques qu'on va venir ensuite coller les fuseaux imprimés. Alors, en ce qui concerne le globe de Strasbourg, il est constitué d'une sphère, donc qui fait 108 cm, dont l'axe giratoire est rattaché au pôle et maintenu dans un méridien en laiton. La structure du globe, elle, est faite d'une coque recouverte d'une toile, puis d'une couche d'après blanc qu'on va appeler du lefka ou du gesso. C'est une sorte de colle de peau qui est additionnée de blanc de Meudon ou d'Espagne. Et elle fait quelques centimètres d'épaisseur. Et sur cette coque, on va apposer, à la colle de peau toujours, des fuseaux imprimés sur du papier, en général du papier verger, doublé d'un papier de renfort. Et la surface a été partiellement rehaussée, dans notre cas, d'aquarelle rouge, bleu, puis recouverte d'une protection à base de gomme lac. Le globe de Strasbourg est également muni d'une table d'horizon octogonale en bois qui est supportée par 4 pieds droits, toujours en bois, ornés chacun de motifs comme des étoiles en bronze, une patte de lion à la base. Et l'ensemble est supporté par une embase en forme de croix qui est pourvue d'une roulette en métal et bois à l'extrémité de chaque bras. C'est comme ça que je vais découvrir le globe en 2004. Et c'était il y a donc près de 16 ans. Et je le vois comme vous le voyez sur cette image à gauche, à l'époque où je participe en tant que chargée de l'inventaire et des collections à l'opération d'inventaire national sur le patrimoine des observatoires. Donc à gauche, vous voyez, le globe est déjà endommagé, mais ça reste un objet qui frappe par sa taille, par la beauté de ses représentations. Pendant une quinzaine d'années, donc le globe est à l'abri dans le bureau du directeur. Et en 2016, on a l'intention, on avait émis l'idée, à l'occasion de l'année internationale de la cartographie, de montrer le globe au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.
Et donc on retourne voir l'objet un peu plus en détail et on réalise que là, il est vraiment impossible de l'exposer parce qu'il est tout simplement plus envisageable de le déplacer. Il y a une roue qui est cassée notamment, il est vraiment dans un état très dégradé, qui nous amène à vraiment nous dire que désormais, une intervention est impérative. Et dès le départ dans nos réflexions, donc là on est en 2018, l'idée est à la fois de le restaurer, mais aussi, ça c'est très important, de le valoriser pour que la restauration ne bénéficie pas uniquement à la personne qui pourrait se trouver dans le bureau, mais qu'un maximum de visiteurs et de public puissent le voir. Et on a la chance à cette époque-là qu'un certain nombre de planètes s'alignent parce que vous allez voir que c'est un véritable effort collectif. Donc moi, je vais être chargée de la coordination du projet. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet parce que j'ai pu le faire en compagnie, évidemment, de beaucoup d'acteurs qui ont collaboré, mais j'ai vraiment apprécié l'investissement de toute l'équipe de l'Observatoire et notamment de Pierre-Alain Duc, donc directeur de l'Observatoire astronomique, et Sébastien Derrière, astronome adjoint. Mais ils ne sont pas les seuls au sein de l'équipe, et c'est vrai que sans leur investissement, tout cela n'aurait pas été possible, et je tiens vraiment ici à les remercier. Travailler également sur ce dossier, on a constitué un comité scientifique pour nous aider à concevoir le cahier des charges et à nous accompagner dans la mise en concurrence. Et je tiens à souligner aussi ici le rôle très important joué par Thierry Aubry, qui est responsable du département de restauration des livres de la BNU, et Jean Davoignot, qui est notre correspondant patrimoine scientifique au sein du ministère de la Culture. Et donc, on a pu vraiment bénéficier de leur soutien, également celui de la cellule marché, pour suivre un dossier qui, du point de vue administratif, n'était pas simple non plus. Parallèle, on a mené également une démarche assez importante qui est celle du sourcing. En gros, derrière ce terme-là, il y a l'idée d'essayer d'établir un diagnostic et une estimation en nous basant sur d'autres exemples de restauration du montant qui va être nécessaire pour mener à bien cette opération. Et puis, il y a également la nécessité aussi de se documenter sur ce type d'objet et les procédures qui sont liées à leur accompagnement et leur valorisation. Donc, à travers des lectures, mais aussi le fait d'aller dans les musées, visiter des expositions. Et à cette période-là, il y a un certain nombre d'expositions, comme l'exposition sur les sphères à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, ou sur la Lune au Grand Palais, qui ont pu être assez inspirantes dans ce domaine. Évidemment, le nerf de la guerre, autre facteur très important, c'est le budget qu'il va nous falloir pour mener à bien cette opération. Le budget total qui va être nécessaire pour à la fois la dimension de restauration, mais aussi l'exposition, est de 66 000 €. C'est donc un budget conséquent, et nous avons la chance d'avoir pu bénéficier du soutien de l'Université de Strasbourg à travers un financement dans le cadre des investissements d'avenir à la hauteur de 50 000 €. L'Observatoire astronomique va également participer, mais nous avons pu aussi compter sur l'appui de donateurs dans le cadre d'une opération d'appel à dons coordonnée avec le soutien de la Fondation de l'Université de Strasbourg, qui a très bien fonctionné et qui nous a permis de réunir près de 11 000 €. C'est vrai que le travail à mener était très important. Je vais vous montrer ici quelques images qui vont vous donner une idée de l'état du globe avant sa restauration. Donc, ce qui frappe bien sûr, c'est les lacunes importantes, donc les manques de matière qu'on retrouve à la surface du globe. Ici, à l'image, à la fois sur l'hémisphère nord à droite et sur l'hémisphère gauche en bas à gauche. Hémisphère sud, pardon. C'est vrai que les constellations sont devenues quasiment illisibles, particulièrement à droite pour l'hémisphère nord. Alors l'hémisphère sud était moins exposé à la fois à la lumière, à la poussière aussi. C'est ça qui a occasionné cette oxydation et noirci la surface, et on a moins ce phénomène-là pour l'hémisphère sud, d'où le meilleur état de conservation que vous montre l'image de gauche. Il y a également des traces importantes de frottement qui ont occasionné aussi des pertes de matière, car l'axe du globe s'était vraisemblablement cintré et la sphère frottait littéralement contre la table et parfois le méridien, d'où ces frottements. Les graduations sur le méridien, lui aussi fortement encrassées, étaient devenues vraiment quasi illisibles. Il y avait aussi d'autres petits soucis au niveau de la table d'horizon qui faisaient que effectivement on avait des
du vernis qui manquait. On avait effectivement un problème aussi au niveau du globe qui avait subi des variations de température et d'hygrométrie et qui avait induit sans doute successivement des gonflements, des rétractations de sa surface qui a produit de multiples déformations finalement sur la quasi-totalité. Et le support n'était plus dans l'axe et certaines roulettes étaient soit manquantes, soit cassées. Donc il fallait véritablement intervenir sur les différentes parties qui constituent le globe. Donc le marché a été attribué à l'atelier Mathilde Mouilleron, qui se situe à Mézières-en-Brienne. Donc Madame Mouilleron est spécialiste de la restauration papier, tandis que son mari Georges Van Dorp, lui, a pu intervenir sur les parties métal et bois. Donc c'est un cahier des charges qu'on a véritablement voulu comme étant pour une restauration globale du globe, à savoir travailler sur la sphère, les papiers, donc les fuseaux, les parties bois et métal, dans le cadre d'un respect total de la déontologie de la restauration. Il ne s'agit véritablement pas du tout de vouloir atteindre une remise à neuf, bien au contraire, il s'agit de garder un maximum de pièces d'origine, de travailler en concertation régulière, que les interventions soient toutes documentées, réversible si jamais on souhaite revenir plus tard dessus, et lisible. Ce travail-là s'est prolongé sur 6 mois, entre mai et novembre 2019, donc c'est un chantier relativement long, que nous avons tenu à accompagner au plus près. Donc nous avons accompagné les voyages aller et retour du globe, et nous avions aussi dès le départ prévenu des visites intermédiaires, selon des étapes qui avaient été définies en amont. Donc, ils sont intervenus tous les 2 mois, quasiment, donc en juillet et en septembre de l'année dernière. Vous avez une image ici du globe qui, comme vous le voyez, donc, était tout à fait précautionneusement emballé pour faire ce grand voyage jusqu'à la région de Châteauroux. La première étape maintenant du travail, puisque donc au mois de mai, le travail a tout de suite pu commencer, a concerné la sphère avec une première étape donc, de gommage de l'ensemble de la surface pour enlever justement les poussières et faire un premier nettoyage. Puis ensuite, la restauratrice a ce qu'on appelle déposé les fuseaux, c'est-à-dire qu'elle a tout simplement retiré les papiers imprimés de la surface du globe. Et donc voici la sphère dépourvue de ces fuseaux et qui, comme vous le voyez, est posée sur un meuble spécifiquement conçu pour la restauration et qui faisait partie donc, de ces procédures spécifiques à mettre en place pour une opération de cette envergure. Alors, quand on regarde un peu plus près cette sphère, on voit qu'au niveau du pôle Nord, il y a un certain nombre d'éléments qui sont visibles. Alors, on a remarqué que le globe avait été déformé de façon oblongue par rapport au pôle Sud, qui lui, au contraire, s'était écrasé. Donc, le globe, en fait, s'était déformé pour non plus être une sphère, mais comme une sorte de poire, si on exagère un petit peu. Cette chose-là a aussi révélé au niveau des pôles des parties métalliques qu'on ne voyait pas évidemment avec les papiers, comme des sortes de chevilles qui affleurent donc au plus près des pôles et qui ne sont, elles, par contre, pas visibles à l'intérieur, donc c'est assez curieux. En surface, vous voyez, il y a également des rainures très visibles qui reprennent très exactement la forme des fuseaux, donc elles ont vraisemblablement été pratiquées au moment de la pose des fuseaux. Alors on pense que les fuseaux ont eux-mêmes été collés sur des papiers plus grands, puis collés directement à la surface du globe, et les entailles proviennent sans doute de la coupe des débords, pour être plus précis au moment de la pose. Donc c'est assez intéressant de constater ces éléments-là, car ils nous en disent plus sur comment a été fabriqué ce globe en particulier. La partie proche du pôle Nord a fait apparemment l'objet aussi d'une restauration. Et ça, c'est une grosse surprise, quelque chose qu'on n'avait pas imaginé rencontrer. Donc le globe a visiblement été restauré avant que nous fassions cette restauration nous-mêmes. Le fuseau a été partiellement décollé. On pense que c'est comme ça qu'ils ont procédé, que le lefka, donc la partie blanche, a été remplacée par un mélange de plâtre, de goudron, mais aussi de charbon de bois, sans doute, pour l'alléger, mais le tout est resté plus lourd que le lefka et c'est cela qui a occasionné un surpoids qui explique probablement en partie le fait que la sphère ait tendance à se maintenir toujours dans la même position ou à y revenir.
Donc très rapidement, il y a eu l'idée d'ôter cet ajout de matière qui n'était pas d'origine et surtout qui occasionnait ce déséquilibre dans la structure globale du globe. Autre aspect très intéressant de la procédure, c'est l'examen endoscopique et il a révélé différents éléments concernant la fabrication du globe. La première, c'est que donc il y a une armature en bois qui est principalement en sapin, qui en fait structure le globe, mais qui ne permet pas de garantir de façon homogène la sphéricité du globe compte tenu de son poids. Et donc, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, le globe, il avait eu tendance avec le temps à travailler, à se déformer, car il était trop lourd et il s'allongeait toujours donc au même niveau, en s'écrasant donc au niveau du pôle sud. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la surface interne du globe est visible grâce à cette endoscopie et elle révèle une première couche de papier qui avait été enduit à la colle de peau, qui est légèrement moisi par endroits, mais le tout est plutôt bien conservé. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, ce sont des pages qui ont été imprimées en français. Donc on a même réussi, je vous ai mis ici l'identification du texte, à retrouver d'où étaient extraites ces pages. Donc c'est extrait d'un pamphlet qui a été publié au milieu du XVIIe siècle et qui nous confirme la date de fabrication mentionné sur le méridien. Donc il s'agit vraiment d'un globe monté au XVIIe siècle. Pour consolider cette structure interne, on a choisi, sur les conseils de l'équipe de restauration, d'introduire une armature de type parapluie en bois qui vient soutenir et répartir le poids de l'objet, qui est quand même estimé à plus de 80 kg, donc sans les pieds. Donc, pour le soutenir au niveau de l'hémisphère sud, en invitant ainsi cette déformation en forme de poire de la sphère que j'évoquais. Et cette armature, elle a été introduite par la partie restaurée avant l'enlèvement du plâtre en surplus et avant la restauration du lefka. Ça nous a montré aussi que la première couche du globe était recouverte d'une toile en maillage très large qui est proche du filet qu'on distingue un peu sur cette image. Elle avait été enduite et elle-même recouverte d'une seconde toile plus fine, également enduite. Et c'était vraiment le lefka qui venait terminer l'ensemble. Et cet hémisphère a sans doute été fabriqué de cette façon avant jonction, donc chaque hémisphère, et avant qu'on ait finalisé avec l'après-blanc qu'on lisse ensuite. Concernant les fuseaux, les voici déposés, dépoussiérés, et on leur a enlevé le vernis. Donc on les voit à gauche avec le vernis et sans à droite. Donc ça permet déjà d'éclaircir et de restituer une grosse partie de la lisibilité. Et ça nous confirme aussi que le pôle Nord a été plus exposé au dépôt et restera donc plus sombre. La dépose du vernis fait ressortir, comme vous le voyez ici, les couleurs de la magnitude des étoiles. Donc au niveau des petites étoiles, on distingue celles qui sont bleues notamment et rouges ici à l'image. Mais ce qui est intéressant aussi, et ça c'est une autre surprise de la restauration, c'est que les fuseaux ont été imprimés sur du papier et doublés par un second papier verger. Donc ça c'est assez courant dans le mode de procédure. Et donc là on s'est dit qu'il fallait tester pour savoir si ce papier pouvait être remplacé par du papier japon ou s'il était plus prudent de laisser le contre-collage d'origine avant de le remettre une fois restauré. Par contre, donc, je le disais, une surprise sur cet aspect-là, c'est qu'au niveau de l'équateur, les fuseaux ont tous été munis d'une bande de parchemin apparemment destinée à faciliter leur adhésion au niveau de la jonction entre les deux hémisphères du globe. Et il y a même des traces d'encre présentes sur les bandes de parchemin et qui sont encore lisibles sur la surface du globe, comme vous le voyez sur l'image de gauche. À ce moment-là, la restauratrice s'interroge sur le maintien ou non de ces bandes sur les fuseaux, parce qu'on se demande si une fois restaurés, ils ne risqueraient pas de noircir ou de se comporter mécaniquement de façon à ce que ce soit préjudiciable pour le recollage des fuseaux. Donc, est-ce qu'on les nettoie, est-ce qu'on les conserve à part? Nous choisirons de les remettre sur le globe dans ce souci, une fois encore, de pouvoir préserver un maximum d'éléments d'origine. Et puis parce que conserver des éléments à part, il y a toujours ce petit risque qu'on perde l'enveloppe qui les contient ou les éléments et que ça soit du coup quelque chose qui ne soit pas fiable pour la suite. On pose également à ce stade-là la question de la réimpression des fuseaux les plus abîmés. Alors,
Je vous ai expliqué tout à l'heure que la calcographie du Louvre détient encore les plaques de cuivre qui servent à imprimer les fuseaux, mais il y a eu depuis une mise en application d'un décret interdisant l'utilisation de ces plaques de cuivre à des fins de préservation patrimoniale, sauf dans certains cas particuliers, et nous n'avons pas pu en bénéficier. Alors la réunion des musées nationaux fournit également des fichiers numériques issus de ces globes, mais dont la précision n'est pas suffisante pour nos besoins liés à la restauration. Donc on va avoir recours à des fichiers de numérisation que la restauratrice, Madame Mouilleron, avait effectué parce que cette dernière a notamment été choisie parce qu'elle avait déjà restaurer un globe céleste de Coronelli, celui qui est issu de l'Observatoire astronomique de Camille Flammarion et qui est aujourd'hui présenté aux archives départementales de l'Essonne à Chamarande. Et donc, les fichiers issus de cette numérisation étaient suffisamment de bonne qualité pour qu'on puisse pouvoir les utiliser, sachant que l'ensemble de ces réimpressions et réintégrations allaient bien sûr être documentées. Concernant les parties métalliques, et notamment le méridien, celui-ci a été désassemblé avec ses pièces de fixation, donc en laiton, et le vernis de surface très oxydé a été retiré. Le piétement, quant à lui, donc il est en bois, c'est du chêne, et on pense très honnêtement qu'il doit être postérieur à la sphère du globe. On se demande s'il ne daterait pas d'ailleurs de la période de restauration détectée à la surface de la sphère. Ce qui est intéressant, c'est que le retrait du globe de la sphère a permis de mettre en évidence les systèmes de fixation que vous voyez à gauche et au milieu. Donc, c'est des systèmes de fixation à clé et ils sont visibles sur les pieds droits et sur les pièces décoratives, notamment les étoiles sur les pieds qui ont une finition bronze. Il a également révélé, comme on le voit sur l'image de droite, la présence d'un pied central muni d'une roue sur laquelle repose et roule le méridien du globe. Alors une fois qu'on a retiré le vernis d'origine ou les différents vernis successifs, on voit que le globe retrouve une teinte qui n'est pas du tout celle de la finition à acajou qui avait été ajoutée et sans doute d'ailleurs posée une fois le globe monté parce qu'on avait vraiment des traces de coulure interne qui montrent que ça a été réalisé après que la sphère a été mise au niveau du piétement en bois. Mais sinon, le bois est plutôt sain, il n'y a pas de traces de xylophage, donc c'est une bonne surprise aussi sur cet aspect-là de la restauration. On voit comme à gauche la présence de rebouchage ancien de trous à la pâte à bois que l'on va reprendre à la gomme laque. Les trous qui n'auront pas été rebouchés parce qu'il y a eu une perte du nœud du bois plus récente seront comblés. Et le restaurateur nous recommande la pose d'un vernis au tampon qui va respecter la teinte naturelle du bois quand nous ferons la finition. On choisira une teinte chêne clair. On voit qu'il y a une tendance à l'écartement aussi au niveau de la table d'horizon et le restaurateur, qui est souvent force de proposition, là nous suggère l'ajout de chaque côté d'une pièce en bois, dans une essence similaire, sous la table d'horizon, donc on ne verrait pas depuis le dessus, en forme de queue d'aronde pour remédier à ceci de façon durable. Les pièces de décor, donc il s'agissait des pattes de lion, les étoiles, les anneaux, vous voyez ici à l'image, ont également été allégées de leur après et on les pensait en bronze et pas du tout. Elles sont en bois et c'est la finition qui était en réalité en bronze. Voici la sphère. Donc après le retrait du lefka d'origine, on a reconsolidé par des bandes de tissu, là où les bandes de tissu d'origine n'étaient pas suffisamment solides. Donc on voit les bandes d'origine à droite et la consolidation de renfort à gauche. On a retiré la partie en plâtre et en charbon qui était issue de la restauration ancienne. Ce trou laissé dans la sphère qu'on a pu faire l'endoscopie. On a introduit ensuite le parapluie dont il était question pour garantir la bonne forme sphérique de la sphère. Ensuite, donc, on a pu finaliser la sphère avec une règle de sphérisation. Monsieur Von Dorp a parfait la rotondité de la sphère. Elle a été ensuite lissée avec le lefka en surface et l'axe de la sphère
malgré tout, est resté légèrement cintré. Et donc, il y a quand même un petit défaut d'origine de la conception de la sphère qui se traduit par une inégalité d'épaisseur de la coque par endroit qui occasionne, malgré le retrait et la réfection du LEFK et de la restauration en plâtre, un léger déséquilibre. Mais c'est quand même quasiment imperceptible. Vous voyez ici les parties métalliques dont on a retiré le vernis et qu'on a nettoyé. On a sur le méridien passé un produit d'ancrage qu'on appelle le bitume de Judée qui permet de faire ressortir les inscriptions. Et ensuite, on a passé un produit qui s'appelle le paralloïde en finition pour les protéger de l'oxydation. Les pièces de visserie, les charnières ont été également nettoyées. On a commandé une boule en laiton pour ensuite on puisse manipuler de façon plus facile la rotation de l'axe méridien, et vous la voyez en bas de l'image à gauche. Ça n'est pas sans doute un véritable ajout, car la présence d'un filetage à cet endroit-là nous laisse à penser qu'il y avait sans doute un élément, sans doute peut-être une boule aussi, à l'origine, qui permettait aussi de faciliter les manipulations. Au fuseau, donc finalement, on a décollé le doublage d'origine des fuseaux. Le papier verger qui était utilisé était, selon la restauratrice, de qualité moyenne et il était doublé à la colle de peau qui présentait de très nombreuses impuretés et l'encollage était très irrégulier. Donc ce doublage a été remplacé par un papier japon, un papier Kozo, d'un gramme légèrement inférieur. Et c'est un papier qui a de longues fibres, donc qui est solide et qui facilitera le décollement dans le cadre d'une éventuelle restauration future. Néanmoins, donc on voit et confirmer la différence de rendu final entre les deux hémisphères, l'hémisphère nord le plus exposé, ayant des saletés qui sont restées incrustées dans le papier, qui a parfois même été épidermé par endroits, ce qui a pu emporter l'impression. On a choisi néanmoins de maintenir un maximum les fuseaux d'origine au niveau de l'hémisphère nord, même s'ils étaient parfois dégradés dans un souci de déontologie de conservation d'un maximum d'éléments originaux. Mais la lecture des détails reste tout à fait lisible, de même que le rendu, les détails de la gravure. Et dans cette même idée, donc, on a choisi de conserver les bandes de parchemin que j'avais évoquées jusqu'à présent. Donc, dans la partie qui concerne plus spécifiquement l'hémisphère nord, dans le cas des réimpressions, vous voyez, on a fait un test à gauche, c'est des réimpressions qui sont très claires, donc le papier pour l'hémisphère nord sera reteinté malgré tout pour diminuer le contraste. Seuls finalement les éléments véritablement lacunaires, où il manque de la matière, seront comblés par des pièces issues de la réimpression, telles que vous les voyez ici à l'image. Et pour les parties des fuseaux dont la surface n'est plus lisible, mais sans qu'il y ait un manque de matière, ça fera l'objet de retouches, donc pour les plus petites zones, ou de restitution à l'identique pour les zones les plus importantes, là où la lisibilité du motif est compromise. Donc là, ce sera vraiment la restauratrice qui interviendra graphiquement sans réimpression. Voici la sphère préparée ensuite pour la repose des fuseaux restaurés sur la base de repères menés au laser. Ensuite, vous voyez le résultat à droite une fois les fuseaux reposés et ensuite le globe monté pour être verni progressivement. Et voici le globe en novembre 2019, prêt à revenir à Strasbourg. Alors, le résultat obtenu, vous voyez, donc une pièce de feutre a été placée au niveau des encoches au contact du méridien pour limiter les effets de frottement et freiner en douceur le passage du méridien. Les lacunes ont été comblées à la gomme laque, volontairement laissées apparentes, donc c'est ce qui occasionne les taches foncées au-dessus de l'anneau que vous voyez en bas. Et des pièces de bois plus claires, donc très fines, comme sur l'image du haut, ont été ponctuellement insérées au niveau de l'embase pour combler les écartements des éléments apparus avec le temps. Donc vous voyez aussi la pièce en forme de queue d'aronde sous l'entablement qui est chargée de prévenir l'écartement des pièces de bois. Et donc la restauration d'épiètement qui révèle les chevilles, les clés du système de fixation, notamment ici des pieds droits à gauche. Pièces du décor, donc anneaux, étoiles,
ont été traitées avec la finition bronze comme à l'origine, et les roulettes en bois manquantes ont été refaites à partir d'un buis sec qui date de 1942, donc qui va être suffisamment dur et solide. L'ancrage n'a finalement pas été réalisé sur les lettres, réalisé que sur les lettres, mais par contre les graduations et les chiffres, on va les laisser tels quels parce qu'ils apparaissent comme suffisamment lisibles. Quant aux fuseaux, comme je vous le disais, ils vont être décollés de leur papier de doublure d'origine et recollés sur le papier japon. Et la restauratrice nous a vraiment indiqué que leur remontage avait été très délicat parce que le montage initial s'était fait en exerçant une traction très importante sur certaines parties, occasionnant ce qu'elle appelle des épidermures, des plis qui ont parfois été irréversibles. Mais bon, en tous les cas, c'était une opération vraiment complexe. Une fois celle-ci achevée, pour les parties rehaussées à l'aquarelle à l'origine, essentiellement la magnitude des étoiles, les cercles des équateurs célestes et de l'écliptique. Donc on voit ici, ça correspond aux pointillés rouges sur l'image en haut à droite, et puis donc aux petites étoiles qui sont jaunes, bleues et rouges sur l'image. Elles ont été réalisées à l'aquarelle. Et vous voyez ici également, vous avez ponctuellement des traces, hein, comme vous le voyez ici, qui vous montrent un exemple de réintégration totale grâce à l'impression. Donc ce morceau était certainement manquant et il a été certainement imprimé et puis replacé à la manière d'une pièce de puzzle. Pour ces différents éléments, oui, je vous montre aussi également ici, sans doute là par contre, on n'a pas réimprimé, mais c'est sans doute un exemple de travail de restitution à la main de la restauratrice pour restituer donc la lisibilité du motif. Donc là, elle n'a pas réimprimé sur du nouveau papier, mais elle est simplement intervenue par dessinant et en reprenant le motif initial. Cela est bien sûr documenté et la restauratrice garantit l'ensemble de son intervention pour une durée minimale de 10 ans. Le Globe, à l'issue de l'ensemble de ses interventions, en novembre 2017, est prêt pour le départ. La restauratrice a conçu une caisse de transport et de stockage à cette occasion-là, dans le cadre d'éventuels prêts également, et elle nous a fourni un dossier documentaire photographique complet. Et finalement, cette caisse de transport et de stockage va être d'autant plus utile que nous n'avions pas prévu un confinement et que le Globe va devoir rester près de 10 mois dans cette caisse spécialement conçue. Alors, pendant que le Globe attend dans sa caisse, nous avons lancé la seconde étape de notre travail sur le mode d'exposition du Globe, qui a été malheureusement retardé par le confinement. Le choix de son emplacement s'est avéré relativement restreint puisque le Globe devait être exposé dans le bâtiment de la Grande Coupole. Il fait plus d'1,40 m, donc c'est vrai qu'il ne passe pas dans les portes standards et il est impossible de le monter à l'étage. Donc il va être installé au niveau des escaliers au rez-de-chaussée. Et donc, nous allons travailler en collaboration vraiment entre l'équipe du Jardin des Sciences et des médiateurs du Planétarium et l'équipe de l'Observatoire et du Centre de données de Strasbourg. Alors, pour la partie patrimoine, l'idée, c'était vraiment de rendre le globe visible tout en le protégeant du toucher, des rayonnements UV et de la poussière. Il va y avoir aussi tout un projet de médiation pour lequel l'appui de l'Observatoire astronomique va être véritablement important. Donc vous voyez ici à l'image les différents acteurs de la conception de ce mode de valorisation unique. Le design du dispositif scénographique a été proposé par l'atelier de zèle de Nathalie Amutino. Le dispositif de protection a été fabriqué par Flou-Klinger et le dispositif qui permet la vidéoprojection, puisque c'est un aspect important de cet outil de médiation, a été proposé avec le matériel de Vidélio et Poincaré. Donc, comme je l'expliquais, l'un des aspects importants, c'est que non seulement c'est un dispositif qui valorise l'objet patrimonial, mais qui est aussi un outil de médiation en tant que tel, grâce à la possibilité de projeter sur le globe de protection transparent de l'objet une projection
vidéo conçue en collaboration avec l'Observatoire astronomique au Centre de données de Strasbourg et qui permet en fait de pouvoir combler quelque part le fait qu'on ne peut plus manipuler le globe, même s'il a été restauré. Donc l'idée, c'était de pouvoir le numériser pour pouvoir virtuellement le faire tourner. Et donc cette numérisation a été possible grâce au soutien technique de la BNU. Et je tiens ici à remercier tout particulièrement Jean-Pierre Rosenkrantz, qui est le photographe de la BNU, qui a réalisé cette numérisation. Et les images issues de cette campagne seront d'ailleurs bientôt accessibles sur le portail de la BNU Numistral. Et donc cela nous a permis de proposer ce dispositif unique, original, qui aujourd'hui donc nous permet sur le globe de projeter une version virtuelle de la carte du ciel telle qu'elle était à la naissance de Louis XIV et de la comparer avec celle d'aujourd'hui mise en forme dans le logiciel Aladdin utilisé par l'Observatoire astronomique. Alors je ne vais pas vous en dire plus par manque de temps, mais je vous invite vraiment à aller découvrir ce dispositif sur place. Pour terminer, pour vous donner quelques éléments, si vous souhaitez en savoir plus sur les globes, voici quelques éléments d'information qui m'ont notamment été utiles pour préparer la présentation d'aujourd'hui. La BNF, détenant les globes de Marly, a édité un certain nombre d'ouvrages comme ceux qui apparaissent ici particulièrement utiles, et le site de la BNF contient lui-même énormément d'éléments d'information sur ces globes. Sur Coronelli, je me suis basée sur les informations fournies par notamment Martin Vailly, qui est un chercheur qui vient de soutenir sa thèse sur le moine cartographe Coronelli, qui j'espère sera publié prochainement. Et je le remercie vraiment pour les précieuses informations qu'il a pu me donner dans le cadre de nos échanges. Concernant le globe de Strasbourg, je vous invite également à visiter la plateforme Oscar et la page Facebook dédiée à la restauration du globe. Les images qui ont permis d'illustrer cette présentation, c'est à la fois les images produites par l'Observatoire et le Jardin des Sciences, mais celles qui ont été également fournies par la BNU et par la restauratrice donc, de l'atelier Mouilleron. Mais surtout, pour découvrir le globe restauré et le nouveau dispositif de médiation qui est proposé dans le cadre du parcours sur le patrimoine de l'Observatoire, je vous invite vraiment à aller le découvrir prochainement, si tout va bien, dès le début des vacances de Noël. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Delphine pour cette belle présentation. Je suppose que Elsa, qui nous accompagne cet après-midi, est aussi contente de cette belle présentation qui nous en explique plus sur ce globe. Voilà, donc en petit bonus, je vous propose effectivement la courte vidéo qui a été prise par la restauratrice et qui nous montre une vue du globe à l'intérieur grâce à l'endoscopie qui a été pratiquée sur le globe. Donc vous voyez, on est aussi dès cette époque-là soucieux de ne rien gaspiller, rien jeter. Donc on a tout simplement réutilisé des pages d'un pamphlet donc édité dans les années 1640 qui ont été contre-collées et qui ont servi à la structure interne du globe. Donc on voit ici avec une structure en plutôt bon état, avec simplement quelques éléments de moisissure que l'on distingue ici à l'image. C'est cette structure qu'on va venir consolider avec l'inventaire dite de parapluie qui va nous permettre d'accompagner et de renforcer cette première structure au niveau du globe, mais qui malheureusement n'a pas été suffisante au fil du temps compte tenu du poids de la coque du globe en tant que tel. C'est assez rigolo de voir comment le globe est fabriqué, notre globe, à Strasbourg. Bien, merci Delphine pour cette petite vidéo qui effectivement montre un moyen un peu plus, on va dire, moderne d'aller explorer des objets du patrimoine très ancien. Peut-être que Elsa, une question? Oui, alors merci pour cette présentation absolument passionnante. Je me posais une question, et peut-être aussi pour certains de nos auditeurs qui se poseraient la même question. Est-ce qu'il y aurait en fait des sources pour en savoir plus sur le métier de restaurateur d'art? Je pense notamment peut-être aux étudiants qui nous regardent et qui seraient potentiellement intéressés par ce métier. Alors,
moi, la voie royale que je peux leur recommander, c'est effectivement de se renseigner auprès de l'Institut national du patrimoine, qui est la grande institution qui forme non seulement les conservateurs des grandes institutions patrimoniales, musées et autres, mais qui a également un département restauration qui délivre un diplôme d'État de niveau master, je crois, qui est vraiment la voie royale pour devenir restaurateur, sachant qu'après, il y a autant de restaurateurs, de spécialités de restaurateurs que finalement de types de matériel, puisque après, ces derniers vont se spécialiser dans le papier, le métal, etc. Donc ça va vraiment dépendre, ou le bois, bien évidemment. Donc c'est vraiment la formation la plus reconnue dans le monde patrimonial aujourd'hui, donc cette formation livrée par l'Institut national du patrimoine et qui se trouve à Paris. D'accord, merci beaucoup. Oui. Oui, on va essayer de pas se chevaucher. Oui, donc Delphine, merci aussi pour cette présentation. J'ai une question, puisqu'étant dans les médiateurs qui vont animer autour du globe, j'ai une question par rapport au patrimoine de l'Observatoire. Est-ce qu'au sein de l'Observatoire de Strasbourg, le globe représente la restauration la plus, on va dire, compliquée que cet observatoire ait eu à vivre, ou est-ce qu'il y a d'autres restaurations qui étaient tout aussi compliquées que celle du globe de Coronelli? Alors déjà, nous n'avons pas mené tant d'opérations de restauration que cela au niveau des objets, puisque nous n'avons pas a priori de lignes de crédit qui nous permettent d'envisager régulièrement des campagnes de restauration dans ce domaine-là. Donc c'est plutôt au gré des projets ou dans le cadre de demandes spécifiques. Celle-ci a été la plus ambitieuse à la fois sur son ampleur, les enjeux, les intervenants, la complexité administrative. Donc c'est vraiment pour nous, c'était la première fois qu'on travaillait sur un dossier aussi important. Je pense qu'aujourd'hui, on est entre guillemets un peu rodé pour ce qui viendrait par la suite. Moi, j'ai pu participer également à une opération un petit peu plus modeste de restauration menée sur un globe de Mars de Camille Flammarion qui avait été endommagé dans le cadre d'une exposition et qui avait été restauré de façon assez magique aussi. Et c'est vrai que ce sont toujours des opérations passionnantes parce qu'elles permettent tout simplement d'en savoir plus souvent sur les objets, parce que nous documentons souvent leur histoire institutionnelle, intellectuelle, mais relativement peu leur mode de fabrication, et ça nous permet toujours d'en savoir plus sur cette... Effectivement, je souhaiterais travailler plus régulièrement sur ce type de dossier, mais effectivement, ça demande des moyens conséquents. Donc, nous travaillons plutôt au fur et à mesure des urgences et des moyens qui nous sont... Et c'est peut-être pas la dernière opération, puisqu'on a vu qu'effectivement les donateurs avaient vraiment répondu présent quand on avait fait cette campagne d'appel à dons, et à l'échelle nationale, c'est vrai que ce qu'on appelle le crowdfunding fonctionne toujours très bien sur des opérations de restauration du patrimoine. Donc c'est peut-être une piste à creuser pour de futures restaurations, puisqu'on a d'autres objets de collection. Et je pense que ce qu'on peut... Pardon. Je pense qu'ensuite, le point remarquable aussi par rapport à ce globe, c'est cette, on va dire, complicité qui a pu se mettre en place entre finalement des astronomes professionnels, et des médiateurs scientifiques et un objet du patrimoine, ce qui n'est peut-être pas chose si courante que cela lorsqu'on s'occupe de collection ou d'inventaire du patrimoine. Vraiment, c'était, comme pour filer en tout cas la métaphore de l'astronomie, les planètes se sont vraiment alignées, mais c'est vraiment un bel effort collectif et où tout le monde, de son point de vue, s'est vraiment impliqué. Et c'est vrai que c'est particulièrement exceptionnel. Et cela se traduit par un résultat qui se voit à la fois dans la partie patrimoniale, mais aussi dans la partie valorisation, où on a justement ce dispositif tout à fait inédit que seuls des professionnels du patrimoine n'auraient peut-être pas imaginé. D'où vraiment la richesse de la collaboration, effectivement. Et est-ce qu'une restauratrice comme celle qui s'est occupée de ce globe, du coup, en restaurant chacune de ses parties, ses fuseaux, s'intéresse elle aussi à ce qui se trouve sur ce globe et lui donne une envie d'en connaître un peu plus sur cette astronomie qui est plus esthétique, on est bien d'accord, hein, sur ce globe que scientifique. Mais est-ce que le fait de restaurer amène des personnes comme vous à s'intéresser aussi à ce domaine qui est le nôtre en astronomie? Alors, si on parle de la restauratrice,
l'animatrice qui a vraiment travaillé sur le globe. Je pense que c'est de toute façon quelque chose qu'elle devait à minima maîtriser pour bien comprendre comment était conçu l'objet, et elle avait déjà, comme je le disais, restauré un globe similaire. Pour ce qui me concerne, c'est effectivement quelque chose qui attise la curiosité, puisque effectivement, même si, comme vous l'indiquiez, ce sont des représentations du ciel qui sont vraiment datées, vraiment, quand on s'intéresse à l'histoire des sciences, ce sont vraiment des objets passionnants parce qu'ils expriment une représentation du monde qui n'est plus la nôtre aujourd'hui. Et c'est justement l'un des enjeux de la médiation et du parcours qu'on propose à l'Observatoire, c'est justement expliquer aux visiteurs qui sont curieux d'astronomie ou curieux de patrimoine ou les deux, justement que cette représentation du monde n'est plus la nôtre, mais qu'elle est tout à fait intéressante à documenter et justement à comparer avec celle que nous avons aujourd'hui, pour expliquer comment justement la science a évolué, les connaissances scientifiques ont évolué, mais que ces objets sont plus complexes que cela, puisque comme je l'indiquais, ce sont des objets certes de science, mais qui sont aussi des objets de politique, sociaux, des outils vraiment symboliques en fait. Elsa, une question? Mais pour moi, c'était vraiment très, très clair et effectivement, enfin, je trouve que ça donne vraiment, enfin, cette présentation m'a vraiment donné envie d'explorer un petit peu plus l'histoire des sciences. Enfin, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que cette évolution de la vision du monde qu'on a pu avoir au fil des siècles, c'est vraiment passionnant. Voilà, donc si on n'a plus de questions, on va peut-être en finir avec cette conférence, Delphine, en vous remerciant une nouvelle fois de cette belle intervention, en donnant rendez-vous, comme vous l'avez fort justement dit, à notre public pour lequel nous aurons, je l'espère, le plaisir d'animer autour de ce globe durant les prochaines vacances de Noël. Vous trouverez à la fin de cet enregistrement les informations nécessaires, et puis espérons-le tout au long de l'année 2021 continuer à visiter l'observatoire et avoir ce merveilleux globe paré de belles lumières et de cette animation que nous avons mis au point avec le centre de données astronomiques autour de cette base de données Aladdin qui est merveilleuse pour comprendre aussi ce globe. Et juste clin d'œil, Delphine, vous avez parlé d'un alignement planétaire, juste puisque cette conférence arrive au mois de décembre. Il y a un alignement planétaire, il y en a un vrai, un réel, un bien visible si vous avez un ciel dégagé, avec un sommet le 21 décembre, c'est l'alignement Jupiter-Saturne, qui est un phénomène rare lui aussi et observable. Et puis j'espère que cet alignement des planètes, Elsa, vous en êtes d'accord, nous permettra de voir avec optimisme les prochaines séances de conférences que nous espérons tous de tout cœur. C'est bien difficile en ce moment, mais le Jardin des Sciences travaille à vous proposer des conférences, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et je trouve que si nous devons poursuivre ce format virtuel, en tout cas, l'intervention de Delphine Nissenman était une magnifique introduction. Voilà, donc on vous dit à bientôt. Merci Delphine. Merci beaucoup. Et bonne continuation à tous. Et ne manquez pas nos prochains rendez-vous avec le Jardin des Sciences. Merci.